D'accord, merci beaucoup, Monsieur Clairoy. D'abord, nous voulons remercier Monsieur Clairoy, Monsieur Eckhout pour cette invitation. Et d'abord, je m'excuse pour mon français. Il y a longtemps que je ne le parle pas, alors bon, c'est un petit expériment. Et nous allons parler un peu de notre expérience dans l'ère Maya. Hmm. Alors, nous avons pensé faire une petite introduction d'abord pour rappeler où se trouve ce territoire. Alors, les Mayas occupaient un territoire très vaste, à peu près 322 000 km² et qui appartient aujourd'hui aux pays du Mexique, le Guatemala, le Belize, Honduras et El Salvador. Mais normalement, quand on étudie la civilisation et la culture maya, on parle des terres basses et terres hautes. Ça veut dire les terres basses, c'est ici au nord du Yucatan et le centre du territoire, et les terres hautes, c'est au sud. Mais les terres basses sont divisées en terres basses du nord, que c'est le Yucatan, et c'est un territoire très aride, très aride. Si nous descendons vers le sud, nous arrivons au centre de l'ère Maya, c'est le cœur de l'ère Maya. On l'appelle les terres basses du sud. C'est occupé par la jungle tropicale humide, où les arbres sont très très hauts. Et sinon, si nous arrivons au sud, nous arrivons aux terres hautes. C'est la 1500-2000 mètres d'altitude. Et c'est tout près de la chaîne des volcans qui parcourt tous les continents américains. Dans ce diagramme, nous pouvons visualiser un peu la différence entre le nord, voilà, c'est les terres basses du nord, c'est le Yucatan où il y a les zones hautes, mais la végétation, les bois, c'est pas très haut, c'est bas. Mais si nous continuons vers le sud, nous arrivons à la jungle du Petén, le cœur de l'ère Maya, avec la jungle très 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 haut. Et à la fin, nous arrivons ici au volcan et après à la côte du Pacifique. Bon, dans ce territoire si vaste avec une grande biodiversité, les Mayas ont fait des grandes villes. Beaucoup de villes. C'est plein de ruines archéologiques. Et beaucoup de ces ruines sont cachées dans la jungle. Et beaucoup des ruines mayas sont, pour l'instant, ne sont pas connues par la communauté scientifique. Et c'est très bien pour les archéologues parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans l'ère maya. Bon, et l'architecture maya est tellement monumentale, important, que depuis la conquête de l'Amérique, il y a eu beaucoup d'expéditions, surtout depuis le XVIIIe siècle, et de l'intérêt pour enregistrer, pour dessiner ces bâtiments, la sculpture et tout cela. De l'expédition du capitaine Del Rio du XVIIIe siècle, il y a quelques dessins. Ici, ce sont des palais d'un endroit qu'on appelle Palenque au Mexique. Mais après, au XIXe siècle, il y a un Autrichien, Waldeck, qui a voyagé aussi par l'ère Maya, et il a fait beaucoup de gravures d'après des dessins d'autres personnes. Mais c'est intéressant quand même d'étudier toutes ces informations parce que c'est pas exactement comme ça, mais c'était surtout, ils avaient l'influence des anciennes cultures de l'Asie, de l'Orient. Alors pour cela, ils n'arrivaient pas à faire une bonne interprétation de l'iconographie et de l'architecture maya. Plus sérieux sont Stephens et Catherwood, aussi moitié 19e siècle. Ils ont fait un grand voyage par tout le territoire maya et les gravures de Catherwood sont magnifiques parce qu'ils utilisaient pas exactement
la machine à photo parce que c'était pas encore inventé, mais c'était le commencement de la photographie. Alors, ce sont des gravures très très précises et quelquefois on les utilise quand on fait l'anastylose, quand on fait une restauration d'architecture. Désiré Charnay, et il était un vrai explorateur. Ce sont les explorateurs aventureurs de la fin du 19e siècle. Et il a fait aussi il portait des daguerreotypes. Alors, ce sont les premières photographies de l'ère Maya, mais ce sont des personnes très intéressées à prendre des notes, et des dessins, et à en parler un peu de l'architecture. Parce que d'abord, il pensait que c'était impossible que les Indiens de la Centro-Amérique fassent des villes comme ça. Alors, il pensait que c'était des Égyptiens ou des Grecs qui avaient arrivé au continent américain. Oui, c'est là, il pensait que c'était comme ça. Mais d'après les études des explorateurs, on a dit, oh non, mais c'était vraiment des Mayas. C'est Alfred Mosley, un Anglais, aussi la fin du 19e siècle. Et il a fait aussi des expéditions partout. Et il y a des photos, très très bonnes photos, des bâtiments comme ils étaient quand il est arrivé à l'époque. Par exemple, ici, il y a un temple duquel nous parlerons après parce que nous avons fait la restauration de ce temple. Alors, les photographies de la fin du 19e siècle sont très importantes aussi pour nous. C'est un document pour l'anastylose. Un autre Autrichien allemand, Theobert Mahler, que c'est à la même époque. Il a fait beaucoup de photos, mais aussi des dessins. Il a fait les premiers plans de Tikal. Il a aussi signé dans un bâtiment, concrètement dans ce bâtiment. Alors la signature Theobert Mahler est très visitée par les touristes. Normalement, aujourd'hui, c'est pas bien d'écrire sur les bâtiments, mais comme c'est Mahler, il a plus de 100 ans. Alors. Bon, et au XXe siècle, une Russe et américaine, Tatiana Proskouriakov, elle était très complète parce qu'elle a commencé à étudier les hiéroglyphes mayas. Et il faisait de l'archéologie et il faisait le dessin de l'architecture. Et elle aussi, elle a fait des premières restitutions idéales des villes mayas. Mais ce sont des restitutions très, très, très bonne parce que les villes n'étaient pas encore fouillées. Alors, elle avait une image très, très, très bonne sur l'architecture maya. Et finalement, Paul Gendrop, nous voulons aussi le mentionner parce que lui a été très important pour fixer les styles architectoniques des Mayas. Alors, sur ce plan, on peut voir comment il a distingué les différents styles Puuc, Chenes, Riobec, Petén, Alto Sumacinta, etc. Elle a fait une systématisation de l'étude de l'architecture maya que nous trouvons intéressant. Et c'était la première fois qu'on a essayé d'étudier l'architecture maya avec de différents styles. Bon. Et Gaspard et moi, nous avons commencé à travailler à l'ère Maya depuis la fin des années 80 et nous avons une expérience de nord à sud, parce que nous avons commencé à travailler ici à l'ère Puuc. Nous avons travaillé beaucoup au Petén et aussi à la côte du sud. De notre expérience au Puuc, c'est une ville qu'on appelle Oxquintoc au Yucatan, en Mexique. C'est une ville très intéressant parce que c'est la seule ville dans l'ère Maya qui a un labyrinthe. C'est le seul labyrinthe qu'il y a, parce qu'il y a un autre à Yaxchilán, mais ce n'est pas exactement un labyrinthe. Le labyrinthe de Oxquintoc est incroyable. Ici, vous vous rappelez, on disait c'est le Yucatan, c'est très aride, la jungle n'est pas très haute. Alors, mais les bâtiments sont complètement couverts par la végétation. Par exemple, comme c'est très plat, quand on voyage par le Yucatan, on voit tout plat et de temps en temps des montagnes. Alors, mais ce ne sont pas des montagnes, ce sont des pyramides couvertes par la végétation. Alors, il faut faire la fouille archéologique et
bien sûr, prendre des mesures, faire les croquis et après faire la restauration, la consolidation. Mais c'est très important de faire comme Tatiana Proskuriakov, c'est-à-dire penser qu'est-ce qu'il y a dedans de ces montagnes de bois avant de commencer la fouille, pour faire une fouille scientifique. Bon, après, pendant les années 90, nous avons travaillé à Tikal. C'est le cœur de la culture maya. Les Mayas n'étaient pas un empire. Ce n'était pas comme les Aztèques ou les Incas. Et ils étaient organisés en cités-États, comme des royaumes. Alors, chaque royaume avait une capitale. Et après, il y avait d'autres petites villes qui dépendaient de la capitale de ce royaume. Alors, Tikal était la capitale d'un royaume. Mais en même temps que Tikal était la grande ville, il y avait aussi une autre grande ville, Copan, Palenque, Uxmal, Labna, etc. Beaucoup de grandes villes. Mais un des plus importants était Tikal. Et Tikal, c'est au centre, au cœur du territoire maya. Alors, c'est la jungle très, très, très haut. Et les pyramides, les temples pyramidales de Tikal sont aussi très, très hauts. C'est une compétence une concurrence avec la nature. Alors, les temples de Tikal ont presque 104 mètres d'altitude. Nous avons fait la restauration du temple 1, le grand jaguar. Et c'est le temple dont avait fait la photo Mosley, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et le temple avait été partiellement fouillé, pas complètement, par le University Museum of Pennsylvania. Mais il avait beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas fouillé tout le temple. Alors, beaucoup de problèmes de conservation du temple. Mais c'est un temple très emblématique pour le Guatemala. Et bon, bien sûr, il est sur les matricules des voitures, sur la monnaie, etc. C'est très, très simple. C'est comme le manécampisme de Bruxelles. C'est les temples en Grand Jaguar. Alors, il faut faire beaucoup d'attention. Et tout le monde était sur nous pour voir la restauration. Et nous avons fait une consolidation, plus qu'une c'était une restauration, mais pas une reconstruction, on peut dire, c'est pas une reconstruction. Alors, quelques Guatémaltèques pensaient que c'était mieux de faire tout nouveau. Mais nous avons pensé qu'il faut faire attention à ces critères. Mais bien sûr, avant de prendre des mesures, il faut faire les relèvements topographiques et les relèvements architectoniques du temple. Voilà, ce sont quelques exemples. Et après cela, bien sûr, nous pouvons faire la consolidation. Après le temple 1, nous avons travaillé dans un autre temple, c'est le temple 5. Le temple 5. Et aussi, en 1850, il y a eu une expédition à Tikal et il y avait un artiste qui a fait un dessin du temple. Voilà le temple 5 par Eusebio Lara. C'est comme un peu infantile, c'est un peu naïf, mais bon, c'était la première fois que pour ces personnes regardaient un temple pyramidal maya. Mais c'est incroyable parce que ce que vous voyez ici, ce sont des graffitis qui étaient dans le temple. Et après, quand nous avons fait la consolidation, la restauration, nous les avons trouvés. Alors, c'est toujours un document. Et le temple 5, c'était très compliqué parce que c'est plein d'arbres, la végétation très, très, très haut. Et il faut demander la permission pour couper les arbres parce que nous sommes dans un parc naturel, bien sûr, et la nature est aussi protégée. Alors, c'est pas facile. C'est pas toujours facile de travailler, mais il faut faire, bien sûr, le relèvement topographique, architectonique, etc., pour arriver à la restauration. Et c'est à la fin. Je parlais très rapidement d'ici parce que c'est l'introduction. Après, on va parler plus doucement sur le... Et pour finir, on a travaillé aussi à la côte sud du Guatemala, une ville maya qu'on appelle Chocolat.
C'est très, très, très intéressant parce que c'est du pré-classique, très ancien. Mais ici, comme c'est la côte sud, c'est à côté des volcans, alors c'est pas la même pierre, c'est pas la jungle, ce sont des problèmes différents. Mais vous voyez c'est surtout la pierre, mais aussi beaucoup de la terre. C'est différent. Et c'est très bon. Vous voyez des photographies, tous les systèmes hydrauliques de chocolat. Bon. Mais la conférence d'aujourd'hui, c'est pour parler du projet que nous sommes en train de diriger maintenant, que c'est La Blanca et un autre site qu'on appelle Chilonche. Bon, La Blanca se trouve au Guatemala. Voilà, ici, La Blanca. Ici, c'est Tikal, cette grande ville dont on a parlé avant. Et le grand lac Petén Itzá, avec la capitale du département du Petén, ici, Flores. Nous habitons ici à Flores, c'est une petite île dans les lacs. Nous habitons ici quand nous sommes en campagne et nous allons tous les jours à la Blanca. Et La Blanca, c'est ici, les ruines archéologiques. Ils sont tout près d'une communauté indigène qu'on appelle aussi la Blanca. Et si vous regardez bien la photo du Google Earth, c'est facile à comprendre que la Blanca est tout près d'une route. Alors c'est très facile d'arriver. On arrive avec la voiture. C'est pas comme les sites archéologiques qui sont ici au centre de la jungle. Et aussi, la population, c'est surtout des paysans, on fait l'agriculture et l'élevage des animaux. Alors, il y a la déforestation. Ce n'est pas comme les autres villes mayas. Yacha, Naranjo sont des villes très, très importantes. C'était des grandes villes, des grandes capitales. La Blanca, c'était une petite ville qui dépendait d'autres villes plus grandes. Et c'est tout près d'un fleuve, c'est le Mopan, mais le rio Sal si puedes, sortez si vous pouvez, bon, c'est la traduction. Le rio Sal si puedes, c'est tout près des ruines archéologiques. Comme c'est tout près de la fleuve, pendant l'époque des pluies, il y a des inondations. Alors nous pensons que la Blanca c'était très important parce que pour les routes du commerce, c'était tout près des fleuves, du commerce fluvial. Et voici une photo des ruines. Alors nous disons toujours que la Blanca c'était une île de jungle. Une île de jungle parce que c'est au milieu d'un territoire où il n'y a que l'agriculture, l'élevage des animaux. Mais quand nous sommes arrivés à La Blanca, c'est une ville, c'est pas si grand, mais l'architecture est très très monumentale. C'est incroyable. Les palais de La Blanca sont plus grands que le palais de Tikal. Alors, c'est bizarre. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi La Blanca, on a bâti tellement de palais. Les chambres dans les palais sont incroyables. Bon, alors, à propos de notre conférence, nous voulons vous montrer les différents pas que nous considérons qu'il faut faire pour avoir un bon enregistrement de l'architecture. Bien sûr, la première chose, c'est pour les archéologues, les architectes, avoir un relèvement topographique. Alors, c'est la première chose qu'il faut faire. Alors, quand nous arrivons avec les stations totales, on commence à faire le plan, mais dans l'ère maya, c'est un peu compliqué parce que normalement, quand nous voulons prendre un point, il y a toujours un grand arbre que nous ne pouvons pas, bien sûr, couper. Alors, il faut changer la station. C'est un peu compliqué dans la végétation pour le relèvement topographique. En même temps, comme il y a beaucoup d'architecture, et c'est très très monumental, alors on fait le relèvement, je ne sais pas si on dit architectonique ou architectural, mais seulement des bâtiments, des murs visibles.
c'est le premier pas, hein, parce que la première année, on ne fait pas la fouille extensive, hein, simplement, c'est l'architecture visible, on prend des mesures et après la prise de mesures, on fait des croquis sur place. Hein, les croquis sur place. Hein, ce sont les croquis qu'on fait au site archéologique. Beaucoup de croquis avec toutes les mesures. Hein. Et alors, après, le relèvement topographique et les croquis et l'architecture, nous pouvons avoir un plan hein, où il y a bien sûr les curves de niveau, les curves topographiques, hein, et aussi nous insérons l'architecture hein, visible. Hein. Et d'après ce plan, alors nous sommes en condition de commencer à faire la fouille archéologique, ce qu'on appelle la prospection archéologique. Hein. C'est-à-dire, la première année, c'est relèvement topographique, relèvement architectonique et la prospection archéologique. Qu'est-ce que c'est la prospection archéologique? Bon, ce sont de grands puits de sondage, on dit, les puits de sondage, et pour connaître un peu la chronologie du site et les différentes phases stratigraphiques. Et aussi, dans l'ère Maya, c'est très important de faire l'enregistrement des tunnels de pillage. Parce que, bon, il y a beaucoup de pillages dans des villes mayas. Et ça, c'est douloureux. Mais pour nous, les archéologues, normalement, quand on trouve un tunnel, c'est une stratigraphie ouverte. Hein. Alors, il faut profiter de ces tunnels pour étudier toute la stratigraphie et après, bien sûr, fermer les tunnels de pillage. Et quand on fait les relèvements topographiques, j'ai oublié de le dire avant, il faut marquer où se trouvent ces tunnels de pillage. Alors, il faut les enregistrer tous. On prend aussi les matériaux qu'on trouve partout et on les étudie. Et aussi sur les puits de sondage que nous faisons, il faut les situer, bien sûr, sur les plans où il y a les croquis de l'architecture et aussi la stratigraphie. On fait des puits de sondage dans l'acropole, par exemple, la partie plus monumentale, plus importante, et aussi partout, les places où habitait la population. Quand on arrive à la partie monumentale, on fait des puits, mais nous ne coupons rien, seulement la terre, quand c'est rempli de... jamais l'architecture. Il faut respecter toute l'architecture. C'est seulement pour connaître les différentes phases. Ça, c'est un exemple d'un puits de sondage à la cour de l'acropole. Mais aussi, c'est très important d'étudier où habitait la population qui habitait à côté de l'acropole. Alors, on fait des puits de sondage dans les places. C'est comme ça, on voit rien d'abord. Et normalement, comme les Mayas habitaient dans des huttes, des maisons de bois, et qui ne sont pas des pierres, alors nous ne trouvons pas la maison. Mais bien sûr, où étaient ces huttes et aussi toute l'étude de la culture matérielle. C'est comme ça, par exemple, un dessin comme ça peut nous aider à savoir comment ils habitaient. Alors, tout cela n'existe plus, mais bien sûr, peut-être nous pouvons trouver les sols où ils ont construit leurs maisons, petites maisons, et aussi tous les restes de la culture matérielle, que c'est très important pour les archéologues. La céramique, la pierre, les choses de la mer, etc. Bon. Alors, il y a les architectes, les topographes, les archéologues, les
restaurateurs, les spécialistes en laboratoire. Et il faut travailler ensemble, tous ensemble. Et d'après les appréciations de chaque discipline, nous pouvons penser, commencer à faire la première analyse urbaine du site archéologique. Ça, c'est très important parce qu'il faut avoir une stratégie pour la fouille. Nous ne pouvons pas arriver et commencer à fouiller comme ça. Il faut avoir une stratégie d'abord. Alors, d'après le plan topographique de la Blanca, d'après les relèvements architectoniques de l'architecture visible et d'après les puits de sondage que les archéologues nous faisons, nous arrivons à savoir que la Blanca, la partie plus importante, plus monumentale, où habitait l'élite, c'était l'acropole. C'était l'acropole qui avait des grandes places, qui sont très 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 grands, la place Nord, qui avait un réservoir au sud de l'acropole. Maintenant, il n'y a pas d'eau, mais on a fait des études pour savoir il y avait d'abord un réservoir et aussi étudier les autres places, la place sud et toute la partie où habitait la population. Aussi, une grande chaussée qui part de la place Nord et qui arrive au complexe sud. Bien sûr, quand on est arrivé à la Blanca la première fois, on ne voyait rien, parce que c'est le bois, on ne voit rien. On ne peut pas savoir qu'il y avait une chaussée. Mais d'après l'étude du plan topographique, on peut le voir à travers le dessin. C'est pour cela que c'est très important de travailler d'abord avec la documentation. Et après, alors bien sûr, chercher et couper la végétation pour trouver toute cette documentation. Les terrasses, parce qu'ici c'est l'acropole, c'est à peu près 15 mètres d'altitude, alors il faut descendre vers le réservoir. Il y a une terrasse, 2 et 3 terrasses. Mais ces terrasses ne sont pas visibles maintenant parce qu'après, il y a une remodélation. Alors, on a fait sur cette terrasse une autre place. Bon, la stratégie des fouilles archéologiques, c'est bon, comme nous connaissons un peu l'architecture, nous pouvons savoir qu'il y a un palais et qu'il y a des chambres dans ces palais. Alors, il faut entrer, bien sûr, par les portes. Il faut savoir où sont les portes. Il faut le savoir. Mais c'est étudiant toute la documentation. D'abord, nous, en connaissant un peu l'architecture maya, nous pouvons plus ou moins savoir où se trouvent les portes qui nous conduisent à l'intérieur des chambres des palais. Et c'est pour cela que nos fouilles, ce sont les portes, bien sûr, et nos fouilles sont toujours faites avec des trinchettes de 2 mètres à peu près. Alors, on fait comme ça et on arrive au mur. Quand on arrive au mur, bien sûr, on s'arrête. On continue et quand nous trouvons la porte, nous pouvons entrer dans la salle et faire la fouille. Parce que, bon, je n'ai pas dit avant, mais c'est tout couverte par les épelements, on dit, derrumbe, les épelements. Et c'est toute couverte. Quand nous arrivons à la Blanca, nous marchons par la couverte, par la voûte, parce que c'est tout dedans, la grande masse de pierres et tout cela. Alors, il faut vider toutes les chambres, parce que l'acropole, il est un grand palais, et nous avons 18 chambres, mais elles sont très grandes, très hautes. Ouais, voici, c'est un exemple. Comme nous sommes dans les tropiques, la pluie, c'est quelque chose d'embarrassant quand nous travaillons. Alors, il faut couvrir toujours avec des plastiques noirs. Ils sont horribles pour la photo, mais ils protègent, ils nous aident à protéger les palais, l'architecture, parce que les Mayas, c'était l'architecture en pierre, mais après, ils faisaient tout couvert de stucco. Et normalement, il n'y a pas de la peinture, seulement des petits morceaux. Mais il y a d'autres choses, il y a des graphites ou des petits morceaux de pigments, de peinture. Il faut tout protéger.
Et après la fouille, alors on fait des couvertes pour protéger l'intérieur des salles. Les Mayas, à l'intérieur de leur palais, ils avaient des grands, comme des lits, banquettes, des grandes banquettes. Ils dormaient, ils s'étaient assises sur des banquettes. Nous savons tout cela d'après la peinture polychrome sur la céramique. Il y a beaucoup de dessins de palais. Nous pouvons savoir qu'ils habitaient comme ça. Alors, on trouve cela parce que, bien sûr, le reste des chambres sont vides. Et bon, on fait la fouille, c'est la fouille extensive partout. Donc, comme il y a beaucoup de chambres. Bon. Aussi, ici, à l'intérieur du Grand Palais, le palais d'Orient, et il y a des différents spécialistes que nous travaillons toujours ensemble. Alors, il faut faire attention à ne pas embêter les uns contre l'autre parce qu'il y a voici les personnes qui font la restauration des murs. Alors, ils sont là avec leurs produits, mais il y a l'architecte qui veut prendre des mesures. Alors, c'est embêtant, vous êtes là. Et non, il faut travailler tous ensemble. Ou les archéologues qui sont en train de... Ici, c'est la fouille d'un squelette, d'un funéraire. Bon, tout cela, c'est sur site. Mais quand nous arrivons à Valence, à notre université, alors c'est tout le travail des laboratoires qu'on dit, c'est-à-dire la représentation graphique. Nous avons pris des croquis, nous avons pris beaucoup de mesures, mais il faut faire la représentation graphique. Dans ce cas-là, il y a aussi la photogrammétrie. On va parler de photogrammétrie un peu plus tard. Et alors, sur notre plan, nous pouvons compléter chaque année tout ce qu'on a fouillé cette année. Bien sûr, on peut étudier parce que ce sont les murs couverts par les stucco. Nous pouvons les étudier en détail et faire une étude sérieuse de l'architecture maya. On peut faire aussi, nous pouvons faire la restitution idéale, comme nous pensons que c'était les chambres, et tout d'après la documentation. Ça, c'est très important pour faire toute cette documentation pour la fouille de l'année prochaine, et aussi pour la consolidation. Bon, voilà, c'est à l'intérieur de l'acropole de la Blanque, la cour intérieure, ce sont tous les palais. Bon, ça c'est la couverture que nous faisons pour les protéger. Mais il faut étudier aussi la communication entre les différents complexes architecturaux de la Blanca, c'est-à-dire les escaliers. Quelquefois, les escaliers sont magnifiques, comme cet escalier ici, parce qu'ils étaient aussi couverts par le stucco. Mais ce n'est pas possible de laisser l'escalier comme ça, ouverte, parce qu'avec la pluie, c'est très dangereux. Alors, normalement, comme nous faisons les archéologues beaucoup de fois, il faut ouvrir et après fermer, ouvrir et après fermer. Mais il faut tout dessiner pour après savoir comment c'était. Il y a beaucoup d'escaliers comme ça partout. Il faut les trouver. Et normalement, après, on fait les dessins, on met les escaliers. Bon, avec toute cette information, nous pouvons faire l'étude des phases architecturales. Alors, nous savons, par exemple, sur l'acropole, que les palais les plus anciens de l'acropole, c'était les palais d'Orient. Bon, c'est la nomenclature que nous utilisons. Alors, c'est un palais. Si vous voyez, les chambres sont ouvertes à l'intérieur de la cour. L'intérieur de la cour. Mais ici, la façade n'a pas d'ouverture. Il y a un grand... on descend beaucoup de mètres, mais c'est un palais qui est vers la cour. C'est clair que c'est le palais le plus important. C'est où habitait le dirigeant. Après, on a construit... Et ce palais est
Mais tout cela, c'est la même construction. Hein. C'est 6, G2. Hein. Mais on a construit d'abord cette aile du palais, et c'est l'aile nord et l'aile sud. Hein. Après, on a construit l'aile ouest. Hein. Après, cette chambre, que c'est la numéro 7. Hein. Ici, il n'y a pas de couleur pour l'instant, parce que vous verrez. Alors, avec cela, nous pouvons avoir aussi la coupe et toute l'étude des différentes la section de toute l'acropole. Et après, nous pouvons faire la compréhension que après cette phase architecturale, on a construit un autre petit palais ici, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait une terrasse, 2 terrasses, 3 terrasses. Bon, on a couvert ces terrasses, on a fait une grande place, et on a grandi l'acropole, et on a construit l'autre palais. Et avec toutes ces informations, alors, nous sommes prêts pour faire des fouilles en bas, parce que les Mayas construisaient sur d'autres bâtiments. C'est comme les matrioskas, les poupées russes. Alors, seulement après cela, nous pouvons faire des puits pour étudier ce qu'il y a en bas. Alors, normalement, on trouve beaucoup de choses. On peut trouver un autre bâtiment. Dans ce cas-là, c'est une plateforme avec des escaliers, mais c'était d'une phase antérieure. Et tout cela, il faut aussi prendre des mesures, faire le relèvement architectural. Et, par exemple, cela, c'est ce que nous avons vu avec l'excavation, avec la fouille. Et tout ce que c'est en rouge, c'est la restitution idéale de ce que nous pensons qu'il y a en bas. Parce que si nous n'avons pas complété la fouille, nous pouvons penser, bon, sûrement, en bas, il y a cela. Mais peut-être que ce n'est pas... la stratégie, ce n'est pas de continuer les puits, continuer parce qu'il y a 12 mètres d'altitude, mais peut-être on va en bas, et on fait la fouille par ici, et on trouve les murs. On fait après la restitution en 3D de les différentes phases, mais ce sont tous des documents de travail qui nous aident, ça c'est le palais qu'on a fait après, qui nous aide à connaître l'histoire des bâtiments. Et aussi les restitutions idéales, et pas en 3D, mais aussi graphiques. Alors, ça c'est le palais le plus important où habitaient, on a dit, les dirigeants de la Blanca. Et nous pensons que c'était comme ça. Et évidemment, quand on a fini la fouille, on a trouvé que nous pouvons, si nous avons fouillé ces parties-là, et ils étaient très symétriques, nous pouvons penser que ces parties-là, c'est comme ça. Et normalement, c'est comme ça. Alors, nous pouvons entrer par les portes. Si nous sommes ici, nous savons qu'il y a une porte ici, parce que nous avons trouvé l'autre. Alors, il faut aller toujours ensemble. Architecte, archéologue, restaurateur. Et alors, on fait aussi la même chose qu'on a fait avec la plateforme souterraine. On le fait avec les bâtiments, les palais de l'acropole. On fait les 3D pour étudier toutes les phases. Alors, on dit toujours que ce sont des restitutions idéales, mais dans ces cas, ce ne sont pas très, très idéales, sont très vraies, parce que toutes les mesures sont prises. Et on met en relation, en rapport, tous les bâtiments les uns avec les autres, avec tous les bâtiments de la Blanca. Bien sûr, les murs, on avait dit avant, nous trouvons des petits pigments de peinture. Comme sont les tropiques, ce n'est pas facile à trouver un grand mural. Normalement, cela ne se passe jamais. Même si cette année, nous avons eu la chance de trouver un grand mural, on va le voir après. Mais alors, nous prenons des petits morceaux de pigments. C'est la seule chose que nous pouvons prendre du Guatemala et les amener à Valencia. Alors, on fait l'étude au laboratoire, les études de chimie des couleurs, parce que les Mayas ils aimaient beaucoup la peinture rouge pour l'extérieur des bâtiments. Et l'intérieur, c'est plein de couleurs. Un des plus fameux, c'est le bleu maya, l'azul maya. On fait l'étude de la palette de couleurs, bien sûr, et de toutes les
les terres et gommes qu'ils utilisaient pour faire la peinture. Et alors, sur la restitution en 3D, on peut appliquer les couleurs. Mais nous allons pigment par pigment. Alors, c'est plus facile de le faire quand nous avons les informations. Mais ce sont toujours des documents de travail. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Il y a aussi des graffitis. Les Mayas, ils aimaient faire des graffitis. Alors, il y en a beaucoup de graffitis à la Blanca. Et il faut faire le travail de les enregistrer. C'est très difficile parce qu'on ne les voit pas beaucoup. C'est difficile de les voir. Il faut des lumières, et il faut beaucoup d'attention pour faire les dessins. Et après que nous avons les dessins des graffitis, il faut faire la restitution sur les plans. Alors, sur tous les murs de la Blanca, on fait la restitution de ces graffitis pour avoir une vision complète d'où ils sont trouvés. Par exemple, cette scène de palais, c'est au palais d'Orient. Alors, on peut reconnaître le roi qui est assis sur la banquette. Et ces messieurs qui sont très importants sont des scribes, parce que nous le savons par ce qu'ils portent ici. Ce sont des scribes. Il y a aussi des musiciens qui sont en bas. Et nous connaissons très bien les scènes des palais d'après la céramique. Après, en étudiant la céramique. Alors, nous pouvons faire des restitutions idéales de comme nous pensons que étaient les activités dans le palais. Mais c'est une restitution idéale d'après les graffitis. Et nous avons dessiné aussi les graffiteurs, ce que nous pensons. Bon, bien sûr, nous ne savons pas si le graffiteur a fait un graffiti au même moment. Au même moment qui s'est passé, alors c'est génial, c'est une photographie de l'époque, ou si c'est dans la mémoire collective des scènes qui passaient et après on a fait les dessins. Mais comme c'est idéal, alors nous pouvons le citer maintenant. Et aussi les musiciens qui étaient en bas, et c'est comme ça comme on les voit sur les céramiques, sur la poterie. Et nous faisons aussi l'étude du graffiteur, s'il était debout, assis, et aussi quel instrument il utilisait pour faire les graffitis. Parce que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il portait. Nous pensons que c'était avec du pédernal, du silex, avec du silex. Bon, qu'on trouve dans les palais, bien sûr, on trouve des morts. À la Blanca, c'est une période très, très importante parce que nous trouvons les morts de la fin de la période classique terminale, c'est-à-dire la crise de la Blanca à la fin du classique. Parce que les morts ne sont pas dans les tombes, mais sont sur la surface, sont sur le... Alors, on fait aussi la restitution idéale de comme nous croyons qu'ils étaient. Et il faut bien sûr, parce qu'ils apparaissent comme ça. Nous trouvons les os, mais... Et ils étaient comme ça. Ils sont laissés dehors, ici, à côté des palais, mais pas dans les tombes. C'est quelque chose de très important pour étudier la fin de la période classique maya. Bon, nous avons construit aussi à la Blanca l'entrée un centre d'interprétation. Ça c'est pour la diffusion, pour l'arrivée des touristes. Il y a toute l'information sur les panneaux. Mais pour l'architecture, nous avons fait une maquette d'une chambre avec la voûte typique maya. Mais c'est une chambre égale à la chambre du palais de la Blanca. Mais c'est un bon exercice qu'ont fait les ouvrières qui travaillent avec nous, les gens qui travaillent avec nous. Et alors, c'est à escale 1,5. Et on a coupé la pierre, c'est la pierre calcaire. On a fait toutes les parties de la voûte en main. Mais ce sont les gens de la Blanca qui ont fait cette maquette. Vous voyez la voûte, le dovel, je ne sais pas si on dit. Et c'est un exercice important parce que aussi pour eux, après, pour faire la restauration des bâtiments, c'est bien qu'ils connaissent l'architecture, comment fonctionner. Bon,
Et on avait dit d'abord qu'on travaille à La Blanque et aussi dans un autre endroit qu'on appelle Chilonche. C'est bon, c'est tout près, 17 kilomètres, mais en Guatemala, les kilomètres sont différents parce que ça dépend comment on arrive. Alors, la même procédure qu'on a fait à La Blanque, on l'a fait à Chilonche et peut-être peut nous servir pour un résumé de tout. Je crois que je suis allée très très vite parce que nous avons beaucoup d'images, mais peut-être nous, à partir de maintenant, nous pouvons parler plus doucement. Alors, bon, voici c'est Chilonche. Chilonche, c'est un endroit que c'est, à différent de La Blanca, c'est plus difficile d'y arriver. C'est pas tout près de la route. Et alors, c'est pas très facile, c'est pas très visible. Normalement, quand un site Maya, c'est pas très visible, alors il y a les problèmes du pillage. Et le problème avec Chilonche a été le pillage. Et depuis quelques années, on trouve, voilà, à Chilonche, nous avons aussi l'acropole. Et si vous voyez, tout cela sont les tunnels de pillage. Bon, alors, nous faisons de l'archéologie, des campagnes d'archéologie normalement, mais il y a un autre programme dirigé par Gaspard qu'on l'appelle, en espagnol, Commandos. Et c'est les groupes des étudiants d'architecture, d'archéologie font des voyages dans l'ère maya pour dessiner l'architecture des villes qui sont cachées dans la jungle, qui ne connaissent personne normalement. Bon, peut-être oui, mais pas beaucoup de gens. Alors, c'est très intéressant, on prend beaucoup de documentation parce que nous sommes en train de faire un album de l'architecture maya, enregistrer toute cette architecture. À différence de ce que nous faisons à La Blanca ou au Chilonche, c'est que nous ne faisons pas la fouille dans ces sites. C'est seulement dessiner l'architecture visible. Bon. Et en commando, à l'année 2009, quand tu es allé à Chilonche pour faire le dessin de l'architecture visible, on a trouvé un tunnel de pillage. Alors, ils sont entrés, parce qu'on on fait les dessins aussi de la stratigraphie, et ils ont trouvé une grande pièce de sculpture, que c'est formidable, parce que c'est un monstre, un grand monstre. Vous voyez ici l'œil, avec le reste de rouge, ici sur la bouche du monstre. Alors, c'est une pièce, une sculpture, mais que c'est sculpté, taillé sur le coin d'un bâtiment. Mais pour marcher ici, il faut aller comme le rat parce que c'est tout petit et c'est compliqué. Il n'y a pas de lumière. C'est quelque chose et c'est dangereux parce que les monstres, bon, ici c'est l'acropole. Bon, ici ce sont tous des palais. Mais comme les Mayas construisaient sur d'autres bâtiments, alors le monstre est en bas. Alors si on fait des tunnels dans la base de l'acropole, c'est dangereux. Alors, bon, c'est dangereux, mais quand même, il faut enregistrer tout cela. Quand la pièce, c'est vraiment important parce que c'est habituel de trouver en culture maya, on les appelle les masques, los mascarones, les masques mayas. Mais ce n'est pas une masque. Dans ce cas, c'est un monstre. C'est comme... Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est comme pas un crocodile, mais quelque chose comme ça, un grand monstre qui c'est une pièce iconographique unique dans l'ère maya. Quand on l'a rapporté, beaucoup aux journaux, à la télé, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. On l'appelle masque. Bon. Alors, on a pensé comme Chilonche, c'est tout près de La Blanca. On a pensé que c'était intéressant, dans ces cas-là, de faire aussi la fouille archéologique.
de Chilonché. Alors, depuis les dernières 2 années, on travaille à La Blanca et au Chilonché. Alors, quelquefois, c'est un peu compliqué parce que bon, un groupe est à La Blanca, l'autre groupe est à Chilonché, et tout le temps comme ça. Et alors, bon, je crois que c'est un bon exemple pour rappeler tout cela que nous venons de raconter. On a fait d'abord le relèvement topographique, c'est-à-dire avec les topographes pour connaître la morphologie du terrain. Mais Chilonché, c'est pas comme La Blanca, c'est beaucoup plus grand. Alors pour l'instant, nous seulement au cœur de la ville maya, mais c'est beaucoup plus grand. La Blanca est plus petite, mais Chilonché est vraiment grand. Alors pour l'instant, on travaille ici. Si vous voyez, on a marqué aussi tous les tunnels de pillage, parce qu'on continue avec le même système de faire enregistrer toute la stratigraphie que nous trouvons sur les constructions. Et en même temps, on fait le relèvement architectonique. Le relèvement architectonique avec la prise de mesure de l'architecture visible. Dans le cas de Chilonché, nous avons l'architecture visible anneau de l'acropole, et aussi dedans avec les tunnels de pillage. Alors, ce sont des morceaux de dessin qu'on fait partout, et après il faut casser. Vous voyez, même ici, l'architecture visible, nous trouvons des restes de peinture. Alors on a dit, c'est incroyable, il y a beaucoup de peintures à Chilonché, c'est pas normal, on vient de le dire, qu'à l'ère Maya, il y a la peinture comme ça. Alors, la même chose, en haut et en bas. Alors, il y a normalement une équipe qui est en haut pour prendre des mesures et une autre équipe qui est en bas pour prendre les mesures de la substructure, qu'on l'appelle. Bien sûr, il n'y a pas de l'électricité. Nous sommes à la jungle. Alors, pour avoir de la lumière, c'est toujours très compliqué. La logistique de travailler dans des endroits comme ça. On fait les croquis sur site, de la même façon qu'on l'a fait avant. On prend toutes les mesures. Tout cela, c'est fait sur site. Et la même chose, en haut et en bas. Alors nous avons déjà les premiers dessins quand nous sommes là-bas. Après, on fait le relèvement photographique, c'est-à-dire la technique de la photogrammétrie, on l'a fait à La Blanca et aussi à Chilonché. On prend les photos de toute l'architecture visible et après on situe la rectification. Ça c'est la photo, la rectification de la photo pour pouvoir insérer la photo dans les relèvements architectoniques. Je ne sais pas comment on appelle les dianes, las dianas. Pour prendre la photographie, on met des petits points sur les murs, comme une diana. Comme le repère. Alors, on peut les voir. Et après tout ce travail, nous avons la représentation graphique. Mais nous avons la représentation graphique aussi sur les plans topographiques. Parce que, Chilonché, c'est vraiment, comment on dit, pour la fouille archéologique, c'est très difficile. C'est très difficile d'avoir une stratégie parce que comme c'est plein de trous, il faut savoir bien où est-ce que nous allons faire notre fouille. Alors, il y a, depuis les 2 dernières années, nous ne voulons pas encore faire la fouille. Nous avons besoin d'abord de beaucoup de documentation graphique avant de faire la fouille. Il faut faire très attention parce que c'est vraiment dangereux.
La même chose, la représentation graphique du monstre. Ici, on peut peut-être comprendre mieux. C'est les tunnels de pillage où nous sommes centrés. C'est les tunnels. Il y a beaucoup de tunnels parce que les tunnels vont partout. C'est comme une mine. Alors, si on fait comme ça, on arrive et voilà. Ici, c'est le monstre. Alors, pour l'instant, nous sommes en train d'étudier où se trouve, parce que les Mayas étaient très symétriques. Alors, s'il y a un monstre sur les coins d'un bâtiment, c'est sûr qu'il y aura un autre sur l'autre coin. Alors, il faut trouver l'autre coin de ce bâtiment, si nous voulons connaître l'ami du monstre. Mais je dis que c'est difficile parce que nous sommes sur les tunnels. Et à nous, nous avons 12 mètres d'architecture, que c'est dangereux. Ça, c'est marqué les monstres. Et bon, pour l'instant, nous croyons déjà où se trouve l'autre sculpture. Alors peut-être nous continuerons une fouille à travers les tunnels pour arriver directement à regarder la face du monstre. Je ne sais pas, bon, parce que c'est difficile à voir. Ça, c'est l'acropole, non? La montagne. Et ici, c'est où se trouve la substructure avec les monstres. Et ici, sont les palais qui sont anneaux. Mais les palais qui sont anneaux, les Mayas ont fait une remodélation et on voulait faire un autre palais plus grand. Alors, ils sont couverts eux-mêmes, les Mayas anciens, ces palais, les ont couverts pour faire un autre plus grand. Nous ne savons qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être c'est la fin aussi du classique terminal. Ils n'ont pas eu le temps de faire la troisième phase, les palais plus grands. Alors, les palais sont là, mais couverts. Bon. Et quand nous avons fait l'étude de l'architecture des palais qui sont anneaux, ici, on a vu un petit trou. Nous avons vu un petit trou sur la voûte. Parce que nous, rappelez-vous, nous marchons sur la voûte, sur la couverture. Il y a 2 ans, il y avait un petit trou. Bon. Quand nous sommes allés l'année dernière, ce trou était beaucoup plus grand. Alors, le pillage avait fait que le trou soit beaucoup plus grand. Et quand nous avons regardé dans le trou, on a vu que la chambre était... Bon, pas la chambre, parce qu'on a vu seulement un petit morceau de la voûte. La voûte, parce que la chambre était couverte par les Mayas. Alors, on voit seulement un petit... C'est comme si nous marchions par là et nous regardons seulement les toits. Et on a vu que c'est tout plein de peintures. C'était la première fois qu'on trouve au Guatemala, parce qu'il y a les peintures du Bonampak au Mexique, et aussi au Yucatan, et aussi il y a des peintures très importantes préclassiques dans un autre endroit du Guatemala, mais pas de la période classique. Et alors, on a vu que c'était de l'écriture maya, parce que c'est l'écriture qui était qui parcourait toute la voûte. Alors, on a décidé, bon, mais ça c'est très très important, il faut faire une actuation immédiate. Mais comment le faire? Parce que c'est compliqué. Alors, la chambre avec la peinture, voilà. Nous avons une chambre ici. Et voilà la chambre des peintures. Bon. Et ici, cette chambre, vous voyez, à l'époque, il y avait un grand mur. C'était fermé. Mais maintenant, cette mur c'est cassé. Alors, on peut entrer par cette chambre parce qu'il n'y a pas de mur. Et c'est pour cela qu'on a fait les trous ici. Mais la chambre, quand même, était pleine de terre et de matériaux. Alors, on a fouillé d'abord cette chambre. Et après, on a pensé, bon, il faut trouver la porte. Nous voulons toujours trouver la porte. C'est pas bien de faire la fouille d'une chambre maya un trou du toit. Alors, comme nous connaissons
un peu l'architecture visible de l'autre partie, on a pensé, bon, sûrement il y a une porte ici. Effectivement, on a trouvé la porte. Hein. Alors nous sommes entrés par la porte, on a vidé la chambre. Hein. On a vidé la chambre et bon, on a pu regarder toute la chambre avec la peinture. Hein. Nous qui étions habitués à prendre des petits morceaux de pigments, nous étions tellement contents avec les petits morceaux, bon, avec des scènes figuratives. Bien sûr, quand on trouve des peintures, la première fois, il y a beaucoup de problèmes de conservation. Hein. Alors, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a toute bon, la bande hiéroglyphique et aussi des hiéroglyphiques sur les murs pendant ces photos. Hein. Donc, il y a guacamaya, blé. Bon, c'est tout plein, hein, tout plein de peintures. C'est l'étude que nous devons faire à partir de maintenant, hein, la peinture. Pas seulement la peinture de ces chambres, mais nous sommes sûrs qu'il y a d'autres chambres. Hein. Et voilà. Ici, tout ça, c'est notre restitution idéale. Toutes ces chambres, nous sommes sûrs qu'il y a aussi des peintures, mais que pour l'instant sont fermées. Si. Nous pouvons seulement voir ce que c'est en noir, bien sûr. Tout ça, c'est là ce que je ne sais si c'est... Ah si, ahí se ve bien, es que aquí no se ve. C'est idéal. Bon, et pour finir, la représentation, on a fait la représentation graphique et on fait aussi la représentation en 3D, en 3D. Alors, avec un scanner, nous sommes en train de faire une maquette du monstre, du chocolat. Alors, pour cela, il faut faire d'abord avec des photographies et comment dire, pour prendre le petit triangle, obtenir une image, une surface faite avec des petits triangles. Et après cela, introduire toutes ces données dans les softwares en AutoCAD. Et après, on peut obtenir la maquette, un produit. On peut obtenir un produit en 3D. Nous sommes en train de le faire. Nous ne pouvons pas montrer. C'est la première expérience avec le monstre de Chilonchi. Mais tout cela, ce sont des travaux qu'on fait au laboratoire à Valencia, bien sûr. Bon, je crois qu'il y a le temps. Et bon, pour finir, nous avons les publications. Normalement, pas après chaque campagne, mais chaque 2 ans, 2 années, nous faisons la publication des résultats. Ici, c'est une photo de... Il y a Elisa, ici, qui nous accompagnait. Et aussi, il y a une page web. Je vous demande pardon parce que ce n'est pas actualisé. Il faut actualiser 2010-2011. Mais ici, sur la page web, il y a toute l'information sur les projets, mais aussi il y a la base de données qu'on a fait des graffitis Maya, parce qu'on pense que c'est important de tous ces dessins qu'on trouve, les publier sur une base de données. Et l'idée, c'est que les autres projets qui travaillent au Mexique, dans d'autres parties du Guatemala, puissent introduire les données des graffitis qu'on trouve d'autre part sur ces bases de données. C'est cela que nous allons présenter au congrès de Vienne, des américanistes de Vienne. Et bon, alors, Monsieur Code m'avait dit que c'était peut-être plus intéressant si vous faites des questions. Et c'est pour cela que j'ai parlé très très vite. Et bien sûr, vous pouvez nous demander tout ce que vous voulez. Ou s'il y a quelque chose. Merci.